Il a un MBA d'une école prestigieuse. Vous n'êtes qu'un architecte en cybersécurité. C'est ce que les RH ont dit quand j'ai remis en question le salaire double du nouveau directeur malgré son expérience nulle en sécurité. Comprenez votre position après 22 ans à protéger leur système. J'ai démissionné ce jour-là. Démission à 9h04. À 9h47, le PDG était à ma porte, à me supplier. Vous devez comprendre votre position dans cette organisation, Roger. Gareth Wells n'a même pas levé les yeux en le disant. Ses doigts étaient occupés à lisser des papiers sur son bureau, s'assurant que chaque bord était parfaitement aligné. Nous étions assis dans la salle de conférence 3 chez Apex Technologies, celle avec la climatisation en panne, et cette odeur persistante de café brûlé qui ne disparaissait jamais vraiment. Je suis Roger Sullivan, j'ai 49 ans, et je maintiens l'infrastructure de cybersécurité de cette entreprise depuis 22 ans. Ce matin elle a accent grave, je pensais juste aller à un autre examen de rémunération de routine. Il s'avère que j'étais sur le point d'apprendre exactement ce que 22 ans de loyauté valaient pour eux. Gareth a fait glisser un papier sur la table. Sa montre a capté la lumière fluorescente, un modèle hors de prix, qui coûtait probablement plus cher que mes mensualités de voiture. Ceci détaille votre nouvelle structure de rémunération pour l'année fiscale à venir, a-t-il dit, avec cette voix plate des RH, qu'ils perfectionnent tous après des années à annoncer de mauvaises nouvelles. J'ai baissé les yeux vers le document. Architecte senior en infrastructure. 22 ans de service. Augmentation au mérite, 2,8%. En dessous, en plus petit caractère comme s'il espérait que je ne le remarquerais pas, rémunération alignée sur les normes d'équité organisationnelle. J'avais déjà vu cette phrase auparavant. C'était du jargon d'entreprise pour dire « nous avons décidé de ce que vous valez, et discuter ne changera pas notre avis ». 2,8%, ai-je dit calmement. Correct. Cela tombe dans la fourchette standard pour le personnel technique senior. Je me suis appuyé au fond de cette chaise inconfortable. La marine m'a appris la patience, comment rester calme sous la pression. 22 ans dans la flotte m'ont donné cette discipline. Mais ce n'était pas une préparation au combat, ni un quart par mer agité. C'était quelque chose de différent, quelque chose qui ressemblait à une trahison. Et pour Jason ? Le stylo de Gareth s'est arrêté de bouger pendant une seconde. Puis il a forcé un sourire qui semblait douloureux. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous demandez. Jason Pierce. Le nouveau directeur de la stratégie de sécurité. Il a commencé il y a 8 mois. Le sourire s'est crispé. Je ne peux pas discuter de la rémunération d'un autre employé avec vous, Roger. Vous le savez. Il gagne près du double de mon salaire, n'est-ce pas? Gareth a posé son stylo avec précaution, gagnant du temps. Jason apporte des qualifications différentes à l'organisation. Il a un MBA d'une école de commerce prestigieuse. Il a une vision stratégique, qui s'aligne avec les objectifs de la direction. J'ai laissé ces mots flotter un instant. Qualifications différentes. Dans la marine, les qualifications signifiaient que vous pouviez faire le boulot lorsque des vies en dépendaient. Soit vous saviez faire fonctionner les systèmes radars pendant une tempête, soit non. Vous pouviez réparer l'équipement de communication sous le feu ennemi, ou vous ne le pouviez pas. Il n'y avait aucun MBA pour vous apprendre à garder le réseau d'un navire sécurisé lorsque des acteurs hostiles essayaient activement de pénétrer vos systèmes. Et moi, j'ai 22 ans d'expérience à construire chaque système de sécurité que cette entreprise utilise, ai-je dit d'un ton égal. J'ai personnellement arrêté au moins 2 douzaines de violations majeures, qui auraient pu nous couler complètement. J'ai fait économiser à cette entreprise des millions en évitant des temps d'arrêt et des pénalités réglementaires. Mais Jason a un MBA, donc cela vaut 2 fois plus. Les rôles différents commandent des taux de marché différents, a dit Gareth, sa voix prenant cette neutralité prudente des RH. Les postes de leadership sont évalués différemment des postes techniques. Donc, l'expertise technique vaut la moitié de ce que vaut un diplôme de commerce, même lorsque cette expertise technique maintient littéralement la sécurité de l'entreprise. Roger, je comprends que vous soyez frustré. Je ne suis pas frustré, l'ai-je interrompu. Je clarifie. Parce qu'on dirait que vous me dites que quelqu'un avec zéro compréhension de notre infrastructure de sécurité, zéro expérience avec nos systèmes, et zéro contribution à la protection réelle de quoi que ce soit, vaut 2 fois ce que je vaux. Je veux juste m'assurer que j'entends bien. Gareth a croisé les mains sur la table. Professionnel.
Contrôlé. Insensible à la logique ou à l'équité. Nous évaluons la rémunération par rapport aux données du marché externe. Les rôles de leadership commandent des salaires premium. Les diplômes comptent. Traduction, restez à votre place. J'ai pensé à mes enfants, Sarah et Michael, tous deux en 3e année à l'université d'État. Les frais de scolarité étaient de 28 000 $ chacun cette année, sans compter le logement et la nourriture. J'ai pensé aux pensions alimentaires versées à mon ex-femme Lisa, 2 200 $ chaque mois, réglées comme une horloge. J'ai pensé aux primes d'assurance santé qui ne cessaient d'augmenter, au plan d'épargne retraite qui avait pris un coup lors de la dernière baisse du marché, et au fait que j'avais 49 ans et que j'étais censé être au sommet de mes années de revenus. Puis j'ai plongé la main dans mon sac. Gareth s'est légèrement tendu, pensant probablement que j'allais sortir un document juridique ou une liste de doléances. Au lieu de cela, j'ai sorti une seule feuille de papier, pliée une fois, et je l'ai posée sur son document de rémunération. Ma lettre de démission. Ses yeux se sont posés dessus. J'ai vu le sang quitter son visage alors qu'il lisait la première ligne. Avec effet immédiat, je démissionne de mon poste d'architecte senior en infrastructure chez Apex Technologies. Roger, a-t-il commencé, la voix se brisant. J'ai envoyé une copie dans votre boîte de réception à 9h04, ai-je dit calmement. Vous la verrez quand vous vérifierez vos emails, ainsi que des copies à mon directeur, au directeur technique et au vice-président des opérations. Il a cligné des yeux devant la signature, devant la date, devant des mots qui ne pouvaient être repris ou négociés. Vous n'avez pas besoin de prendre cette décision tout de suite. C'est une étape importante. Parlez à votre manager. Dormez là-dessus. Nous pouvons revoir les chiffres. Je dors là-dessus depuis 22 ans, ai-je dit en me levant. Là, c'est moi qui me réveille. Gareth a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Mais vous m'avez dit de comprendre ma position dans cette organisation, ai-je dit en ramassant mon sac. Alors c'est ce que je fais. Et ma position est ailleurs. J'ai laissé la lettre de démission sur la table et je suis sorti. Le déclic de la porte de la salle de conférence se refermant derrière moi fut le son le plus satisfaisant que j'aille entendu depuis des années. Laissez-moi revenir en arrière, et vous raconter comment un architecte en cybersécurité calme et sous-payé, ainsi qu'une phrase méprisante lors d'une réunion RH, se sont transformés en les 36 minutes les plus coûteuses de l'histoire d'Apex Technologies. Je m'appelle Roger Sullivan. J'ai 49 ans, je suis divorcé, père de jumeaux qui sont tous deux en 3e année d'université. Je n'ai pas de MBA. Je n'ai pas de diplôme d'une université de l'Ivy League. Ce que j'ai, c'est un diplôme en informatique d'une université d'État, 6 ans dans la marine à travailler sur des systèmes de communication embarqués, et 22 ans de connaissances institutionnelles sur une infrastructure de cybersécurité si complexe. Quelle nécessité une vigilance constante rien que pour continuer à fonctionner. La marine a façonné ma façon d'aborder toute chose. Lorsque vous êtes responsable de maintenir opérationnels les réseaux d'un destroyer dans des eaux hostiles, vous apprenez que des vies dépendent du bon fonctionnement des systèmes, exactement comme ils ont été conçus. Vous ne pouvez pas blâmer quelqu'un d'autre lorsque le radar tombe en panne pendant une tempête. Vous ne pouvez pas chercher d'excuses lorsque les communications cryptées échouent alors que vous opérez dans un espace aérien contesté. Vous réparez, vous documentez ce qui n'a pas fonctionné, et vous vous assurez que cela ne se reproduise plus. Cette discipline m'a bien servi lorsque j'ai commencé chez Apex Technologies en 2002, juste après avoir obtenu mon diplôme grâce au GI Bill. À l'époque, c'était un traitant de la défense de taille moyenne, qui essayait de rivaliser avec des firmes 10 fois plus grandes. Sur le papier, il fournissait des solutions de cybersécurité pour les agences gouvernementales et les infrastructures critiques. En réalité, il gérait une collection de systèmes de sécurité maintenus ensemble par des protocoles obsolètes, des processus manuels, et les prières désespérées de 2 ingénieurs épuisés. L'entreprise avait des contrats avec le département de la Défense, le département de l'Énergie, et plusieurs gouvernements d'État. Leur réseau traitait des informations classifiées, la surveillance d'infrastructures critiques, et des données financières pour de grandes municipalités. Lorsque ces systèmes tombaient en panne, de vraies personnes en souffraient. Les réseaux électriques pouvaient lâcher. Les services d'urgence pouvaient perdre leur communication. Les marchés financiers pouvaient se figer. Mon entretien était avec Harold Peterson, le directeur technique à l'époque, qui avait bâti sa carrière sur un véritable travail technique avant d'être promu à la gestion.
Il comprenait que la cybersécurité ne consistait pas juste à installer des logiciels en espérant le meilleur. Pouvez-vous empêcher cette infrastructure de s'effondrer? A-t-il demandé, en désignant un tableau blanc couvert de diagrammes de réseau qui ressemblait plus à une scène de crime qu'à une conception de système. Ça dépend, ai-je dit. Puis-je réellement réparer les choses, ou serais-je juste là pour éteindre les incendies? Si vous pouvez justifier les changements, a-t-il dit, vous pouvez les faire. Il m'a embauché cet après-midi à accent grave. Pendant le premier mois, j'ai juste observé. J'ai assisté aux appels d'incidents, lu les rapports post-mortem, tracé les flux de réseau, et parlé aux ingénieurs qui étaient là depuis assez longtemps pour savoir où tous les problèmes étaient enterrés. Le schéma était clair, gestion réactive, aucune surveillance proactive, et une documentation qui était soit manquante, soit dangereusement obsolète. Le deuxième mois, j'ai commencé à documenter les schémas de défaillance. Pas des vulnérabilités théoriques, mais de vraies pannes qui s'étaient réellement produites. Chaque fois que quelque chose cassait, je le notais. Ce qui avait échoué, pourquoi cela avait échoué, quels étaient les signes avant-coureurs, et si la réparation avait réellement fonctionné ou juste retardé la prochaine panne. Je tenais un carnet physique, parce que la documentation numérique a tendance à disparaître lorsque les budgets se resserrent ou que les priorités changent. Le troisième mois, j'avais identifié 15 vulnérabilités critiques dans notre infrastructure. Je les ai documentées, quantifié le risque, estimé le coût de la réparation par rapport au coût de la défaillance. Quand je l'ai présenté à Harold, il a posé la seule question qui comptait, combien pour réparer tout ça? 12 mois de travail dédié, ai-je dit. Et l'autorité de refuser lorsque les gens veulent prendre des raccourcis. Vous avez les deux, a-t-il dit. J'ai d'abord reconstruit l'infrastructure de surveillance, parce qu'on ne peut pas réparer ce qu'on ne peut pas voir. J'ai créé des tableaux de bord qui montraient non seulement si les systèmes fonctionnaient, mais à quel point il était proche de la rupture. Tendance des taux d'erreur, schéma de dégradation des performances, projection de capacité et tous les signes d'alerte précoce qui permettent de prévenir les catastrophes au lieu de simplement réagir. Ensuite, j'ai reconstruit les protocoles de sécurité correctement. Vraie redondance, basculement automatisé, journalisation complète. À la fin de la première année, nous avions une visibilité réelle sur notre réseau. À la deuxième année, j'avais formé 3 ingénieurs juniors à la réponse aux incidents appropriés. À la troisième année, j'étais la personne que tout le monde appelait quand les choses tournaient mal, non pas parce que j'étais officiellement d'astreinte, mais parce que j'étais le seul à avoir déjà vu ces schémas d'attaque spécifiques. Je suis devenu la mémoire institutionnelle dont personne ne voulait admettre dépendre. Et pendant un temps, c'était bien. L'entreprise a grandi. Nous avons ajouté plus de contrats gouvernementaux, plus de complexité. Les revenus sont passés de 45 millions à 180 millions de dollars pendant mon mandat. Le conseil d'administration était content. Les cadres avaient leur bonus. J'ai eu une augmentation de 3,1% et une tasse à café qui disait World's Most Valuable Player. Je ne me suis pas plaint, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je croyais éventuellement, la compétence serait reconnue. Que le bon travail serait récompensé. Que la loyauté serait rendue. C'était ma première erreur. Le changement a commencé il y a 3 ans, lorsqu'Apex a décidé de professionnaliser sa structure de leadership. C'était la phrase utilisée par le nouveau PDG, Stephen Cole, un ancien cadre de la Silicon Valley amené par le conseil pour développer l'entreprise. Stephen adorait des mots comme synergie, transformation numérique et réalignement stratégique. Il n'aimait pas des mots comme dette technique, système hérité, ou ça va casser si on ne s'en occupe pas d'abord. Dans les 6 mois suivant l'arrivée de Stephen, l'entreprise a commencé à embaucher différemment. Moins d'accent sur les gens qui comprenaient comment les choses fonctionnaient, plus d'accent sur les gens qui pouvaient rendre les choses impressionnantes lors des réunions du conseil. Nous avons eu des directeurs avec des MBA qui n'avaient jamais écrit une ligne de code. Nous avons eu des vice-présidents qui pouvaient parler de conduire l'excellence opérationnelle, mais qui ne pouvaient pas expliquer ce que faisait réellement un pare-feu. Nous avons eu des consultants facturant $500 de l'heure, pour nous dire que nous devions tirer parti des paradigmes cloud native. Et nous avons eu Jason Pierce. MBA d'une école de commerce de premier plan, 5 ans dans un cabinet de conseil en stratégie, 0 expérience en cybersécurité. Son titre, directeur de la stratégie de sécurité. Son travail, aligner les initiatives de sécurité avec les objectifs commerciaux, et conduire la modernisation stratégique de l'infrastructure héritée.
traduction, faire en sorte que tout paraisse bien dans les présentations PowerPoint, pendant que des gens comme moi faisaient le vrai travail. J'ai découvert l'écart de rémunération par accident, et cela m'a frappé comme un coup physique. Je cherchais un document technique que Brandon Walsh avait promis de télécharger, lorsque j'ai cliqué sur le mauvais fichier. La lettre d'embauche de Jason Pierce. Salaire de base, 164 000 $. Prime à la signature, 25 000 $. Objectif de bonus annuel, 20%. Stock option, 15 000 actions. J'ai fixé ces chiffres pendant un long moment. Puis j'ai ouvert mon fiche de paie la plus récente. Salaire de base, 89 200 $. Aucune prime à la signature. Objectif de bonus annuel, 5%, que j'avais reçu exactement 2 fois en 22 ans. Stock option, 1500 actions de mon offre originale, rien depuis. 8 mois dans l'entreprise. Zéro connaissance en cybersécurité. Zéro système sauvé d'une défaillance catastrophique. Il gagnait 84% de plus que moi. Le calcul était simple, et il était dévastateur. J'ai fermé les 2 fichiers et je suis resté assis là, dans mon cubicle, pendant un très long moment, à regarder le vide. Le bureau bourdonnait autour de moi, clavier cliquetant, téléphone sonnant, gens discutant de projets qui semblaient soudainement dénués de sens. J'avais l'impression d'observer tout cela à travers une vitre. Ce soir-là, je suis rentré dans mon appartement vide et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 6 ans, j'ai mis à jour mon CV. Vraiment mis à jour, pas juste le rafraîchissement annuel de courtoisie pour les dossiers RH. J'ai documenté chaque système majeur que j'avais bâti, chaque crise que j'avais évitée. Chaque innovation que j'avais mise en œuvre et qui avait fait économiser de l'argent à l'entreprise ou réduit les risques. La liste était plus longue que je ne le pensais. Le système de détection d'intrusion qui avait intercepté l'attaque parrainée par l'État chinois en 2019. Le projet de segmentation du réseau qui avait empêché l'épidémie de rançongiciel de se propager en 2021. La mise à niveau du chiffrement qui nous avait maintenus en conformité lorsque les nouvelles exigences fédérales sont arrivées en 2022. La refonte du système de surveillance qui avait réduit les fausses alarmes de 87%, tout en interceptant 23% de menaces réelles en plus. J'ai envoyé mon CV à 3 recruteurs que j'ignorais depuis des années. Dans les 48 heures, mon téléphone sonnait. En 2 semaines, j'avais 4 offres sérieuses. En 3 semaines, j'en avais accepté une architecte de sécurité principale chez Securvo Solutions, 148 000 $ de salaire de base, objectif de bonus de 18%, de vrais stock options. Tout ce dont j'avais besoin, c'était le bon moment pour quitter Apex. Garrett me l'a donné. À 9h12, mon badge de sécurité avait été signalé pour désactivation. À 9h18, mon accès système était en cours de révocation sur 27 environnements de production. À 9h23, j'avais vidé mon bureau, mis en boîte mon écran et la tasse à café qui disait le Select from Problemware Solution is null, et j'étais passé devant 4 collègues qui soudainement s'intéressaient de très près à leur clavier. À 9h31, la première alerte critique a commencé à hurler. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos d'une infrastructure de cybersécurité complexe, ce n'est pas comme une voiture où l'on peut soulever le capot et voir ce qui est cassé. C'est plutôt comme un corps humain, des systèmes interconnectés qui dépendent les uns des autres d'une manière qui n'est pas toujours évidente. Lorsque quelque chose ne va pas, les symptômes peuvent apparaître n'importe où, et trouver la cause racine nécessite de savoir comment toutes les pièces s'assemblent. J'avais été cette mémoire institutionnelle pendant 22 ans. Chaque choix de configuration bizarre, chaque dépendance non documentée, chaque solution de contournement qui était devenue une infrastructure critique, tout cela était dans ma tête, sauvegardé par ce carnet physique que je gardais verrouillé dans le tiroir de mon bureau. Le carnet dont il ignorait l'existence. À 9h38, tous les ingénieurs du bâtiment étaient en mode d'urgence. Le système principal de détection d'intrusion lançait des erreurs en cascade. Pas une panne complète, cela aurait été évident. Au lieu de cela, il se dégradait lentement, manquant des menaces tout en générant des faux positifs à un rythme exponentiel. Brandon Walsh, l'ingénieur junior que je mentorais, était d'astreinte. Le pauvre gamin avait 26 ans, 18 mois d'expérience, et se retrouvait soudain responsable de systèmes qu'il n'avait vus que de l'extérieur. Il a vérifié le manuel de procédure que j'avais écrit il y a 3 ans, mais le manuel couvrait les modes de défaillance normaux. Ce n'était pas normal. Ce qui se passait, c'était une fuite de mémoire dans le moteur d'analyse des menaces,
déclenché par une combinaison spécifique de charge réseau et de schéma de traitement de données. Je l'avais vu exactement une fois auparavant, 14 mois plus tôt, lors d'une simulation d'attaque particulièrement lourde. J'avais documenté la solution dans mon carnet, ainsi que les requêtes de surveillance nécessaires pour le détecter tôt. Le carnet qui reposait maintenant dans le coffre de ma voiture. Brandon a escaladé le problème à Diana Martinez, notre analyste de sécurité senior. Diana était bonne, intelligente, dévouée, avec 8 ans d'expérience. Mais elle n'avait jamais vu ce mode de défaillance particulier, parce que je l'avais réparé discrètement la dernière fois, ajouté quelques surveillances pour l'attraper tôt, et j'étais passé à la crise suivante. Diana a tout fait correctement. Elle a ouvert plusieurs sessions de terminal, examiné les fichiers log, cherché des motifs. Elle pouvait voir les symptômes, temps de réponse en hausse, taux de faux positifs grimpant, précision de la détection des menaces en chute, mais elle ne pouvait pas voir la cause. À 10h15, Jason Pierce est entré dans le centre des opérations. Dans mon esprit, je pouvais l'imaginer parfaitement, pantalon kaki repassé, chemise boutonnée, ce léger sourire qui disait qu'il était sur le point de tout résoudre avec une optimisation des processus métiers. Pourquoi le tableau de bord est-il rouge? A-t-il demandé. Nous enquêtons sur un problème de performance avec le système de détection d'intrusion, a répondu Diana, sans lever les yeux de ses écrans. Enquêter n'aide pas nos contrats gouvernementaux. Ne pouvez-vous pas juste le redémarrer? Je ne peux qu'imaginer le regard que Diana lui a lancé. En cybersécurité, juste redémarrer, c'est comme un chirurgien qui dit juste couper ça sans savoir ce que c'est. On peut rendre les choses bien pires, très rapidement. Nous devons d'abord identifier la cause racine, a dit Diana. Si nous redémarrons sans comprendre le problème, nous pourrions perdre des données de journal critique ou déclencher une panne en cascade dans les systèmes dépendants. Combien de temps cela prendra-t-il? Je ne sais pas. Ce n'est pas un mode de défaillance standard. Jason a sorti son téléphone. J'appelle Steven. Steven Cole est arrivé 8 minutes plus tard. Je le connaissais assez bien pour imaginer sa réaction, l'expression soigneusement contrôlée qui signifiait qu'il calculait les dommages politiques, la façon dont il scannait la pièce pour identifier qui il pourrait blâmer si cela devenait un problème de relations publiques. Où est Roger? A-t-il demandé. La question que j'attendais. Il a démissionné ce matin, a dit Jason. Pour une question de rémunération. J'aurais payé pour voir le visage de Steven à ce moment-là. Vous l'avez laissé partir aujourd'hui? Je ne l'ai laissé rien faire, a dit Jason défensivement. Il a pris une décision irrationnelle. Steven est parti immédiatement. Je le sais parce qu'à exactement 9h47, 36 minutes après que j'eusse posé cette lettre de démission sur le bureau de Garrett, Steven Cole se tenait devant l'immeuble de mon appartement, frappant à ma porte comme quelqu'un dont le monde entier était en train de s'effondrer. Ce qui, techniquement, était le cas. Roger, a-t-il dit, sans s'embêter avec les formules de politesse quand j'ai ouvert la porte. Nous avons besoin de vous, tout de suite. Je l'ai regardé à travers l'entrebâillement de ma porte. Son costume habituellement impeccable était froissé, sa cravate desserrée, ses cheveux ébouriffés. C'était un homme qui tirait fierté de son contrôle, d'avoir des plans d'urgence pour les plans d'urgence. Le voir ébranlé valait presque 22 ans de sous-estimation. Presque. Je ne travaille plus là-bas, ai-je dit. Je sais, mais nos systèmes de contrats de défense sont complètement en panne. Le Pentagone pose des questions. Nous ne pouvons traiter aucune donnée classifiée. Personne ne peut comprendre pourquoi. Ça ressemble à votre problème, pas au mien. Sa mâchoire s'est serrée. Roger, s'il vous plaît. Juste pour aujourd'hui. Nous vous paierons. Tarif consultant. Tout ce que vous voulez. J'ai secoué la tête lentement. Non. Pourquoi pas? Parce qu'il y a 36 minutes, votre entreprise a dit très clairement ce que je valais pour elle. Alors maintenant, vous allez apprendre ce que valent vos systèmes sans moi. J'ai fermé la porte et tourné le verrou. Steven a frappé 3 fois de plus, chaque série plus désespérée que la précédente. Puis j'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir, probablement vers sa voiture, vers une crise qui empirait de minute en minute. Je me suis fait une tasse de café et je me suis assis pour remplir les papiers d'intégration pour Secure vos solutions. Mon téléphone vibrait de SMS, d'appels manqués,
de notifications Slack d'un canal d'incident d'urgence auquel quelqu'un m'avait ajouté malgré la révocation de mon accès. J'ai tout ignoré. La panne a duré 16 heures. Je ne l'ai pas vu se produire en temps réel, mais j'en ai entendu parler plus tard par Diana, qui était toujours disposée à me parler une fois que tout s'était calmé. Voici ce que j'ai manqué: à 14 heures, 3 contrats gouvernementaux majeurs étaient en péril. Le Pentagone avait envoyé une demande officielle concernant l'interruption de service. Le département de l'énergie menaçait de suspendre l'habilitation de sécurité d'Apex en attendant une enquête. 2 gouvernements d'État avaient activé des protocoles de cybersécurité de secours, renvoyant essentiellement Apex comme leur traitant principal. À 16 heures, Steven avait fait appel à CyberResponse Solutions, un cabinet de conseil d'urgence spécialisé dans la récupération de crises d'infrastructure. Le consultant principal a passé 3 heures à examiner nos systèmes, et a finalement admis ce que tout le monde savait déjà: sans l'architecte d'origine, cela pourrait prendre des jours ou des semaines pour comprendre et stabiliser pleinement la situation. Steven a regardé Mark Rivera, le directeur technique actuel qui avait remplacé Harold Peterson lors du départ à la retraite d'Harold. Vous me dites que nous sommes morts parce qu'un seul ingénieur a démissionné? Je vous dis que nous sommes morts parce que nous avons traité cet ingénieur comme s'il ne comptait pas, a dit Mark. Et maintenant, nous apprenons ce qui se passe quand il n'est pas là pour nous sauver. Le cabinet de conseil a travaillé toute la nuit. Ils ont fait venir 6 spécialistes, installer une salle de crise, et commencer à passer systématiquement en revue chaque pièce de notre infrastructure. À $750 de leur part consultant, la facture grimpait vers les $100 000 avant même qu'ils n'aient identifié le problème. La percée est arrivée à 1h17 du matin, lorsque Brandon s'est enfin souvenu de quelque chose que j'avais mentionné en passant 6 mois plus tôt. Il avait une vieille page wiki enterrée dans notre base de connaissances interne, quelque chose que j'avais écrit après un incident similaire il y a des années. Il lui a fallu 2 heures pour la trouver: dépendance système critique et procédure de récupération d'urgence. Elle contenait tout. Le problème de fuite de mémoire, les requêtes de surveillance spécifiques, la séquence exacte d'étapes nécessaires pour récupérer sans déclencher de panne secondaire. Je l'avais écrite il y a 18 mois après la dernière fois que cela s'était produit, et personne ne l'avait lu jusqu'à ce qu'il n'ait plus le choix. Brandon a suivi ma documentation étape par étape. Ça a marché. Les systèmes se sont stabilisés. Les consultants ont remballé et envoyé une facture de $127 000. La crise était terminée, mais le mal était fait. Les conséquences se sont déroulées au cours des 8 mois suivants, et je les ai observées depuis la distance confortable de mon nouveau poste chez Securvo Solutions. Au cours de la première semaine, 2 contrats de défense majeurs d'une valeur combinée de $52 millions ont été résiliés. L'examen de sécurité du Pentagone a trouvé des lacunes préoccupantes dans la gestion des connaissances institutionnelles et les pratiques de rétention du personnel. Traduction: il avait remarqué qu'Apex avait laissé sortir son expert en cybersécurité le plus expérimenté. Steven a convoqué une réunion d'urgence du conseil. 4 cadres ont été invités à poursuivre d'autres opportunités. Jason Pierce a été discrètement réaffecté à un rôle de conseiller stratégique sans budget et sans personnel. Garrett Wells a été licencié pour restructuration organisationnelle, bien que tout le monde sût que c'était parce qu'il avait réussi à perdre l'employé le plus précieux de l'entreprise pour une différence de salaire de $25 000. Mark Rivera m'a contacté 3 semaines après l'incident. Email professionnel, soigneusement formulé. Il offrait $145 000 de salaire de base, 15% de bonus annuel, une promotion au titre d'architecte de sécurité principal, et un rapport direct à lui au lieu de passer par la couche exécutive. Je sais que nous vous avons laissé tomber, disait l'email. Je demande une chance de réparer cela. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai répondu: j'apprécie l'offre, mais j'ai déjà commencé dans ma nouvelle entreprise. Je suis heureux ici. J'espère que vous pourrez reconstruire votre programme de sécurité avec succès. Parce que j'étais heureux. Securvo Solutions était tout ce qu'Apex n'était pas. La directrice technique, le Dr Patricia Anderson, avait passé 15 ans à faire du vrai travail d'ingénierie avant de passer à la direction. Elle comprenait que la cybersécurité n'était pas un problème commercial que l'on pouvait résoudre avec des réunions stratégiques et des présentations PowerPoint. Quel est le pire incident auquel vous ayez jamais répondu? A-t-elle demandé lors de mon dernier entretien. Je lui ai raconté l'attaque parrainée par l'État chinois que nous avions repoussée en 2019, comment j'avais traqué l'intrusion à travers 6 segments de réseaux différents et fermé la vulnérabilité avant qu'ils ne puissent accéder aux données classifiées.
Elle a hoché la tête lentement. Si vous nous rejoignez, ce genre de connaissance ne restera pas dans la tête de quelqu'un ou dans un carnet personnel. Ce sera documenté, partagé, et intégré dans nos processus. Nous avons appris que les gens talentueux partent. Quand ils le font, nous devons nous assurer que l'organisation conserve ce qu'ils savaient. Salaire de départ, 148 000 $. Objectif de bonus, 18%. Stock option, 12 000 actions. Mais plus que l'argent, c'était le respect. Lors de mon premier jour, Patricia m'a présenté à l'équipe de sécurité. Voici Roger Sullivan. Il nous rejoint en tant qu'architecte de sécurité principal. Il a plus d'expérience de réponse aux incidents réels que la plupart d'entre nous réunis. Quand il vous dit quelque chose sur la sécurité, écoutez-le, parce qu'il a gagné cette autorité à travers 22 ans à maintenir des systèmes critiques en fonctionnement. Pas de qualificatif. Pas de « c'est juste une personne technique ». Juste du respect. En 6 mois, j'avais reconstruit leur infrastructure de surveillance en utilisant tout ce que j'avais appris chez Apex, mais correctement documenté cette fois. En 1 an, j'avais formé 4 autres ingénieurs au point où ils pouvaient gérer des incidents majeurs de manière indépendante. Non pas parce que j'essayais de me rendre remplaçable, mais parce que je bâtissais quelque chose de durable. Quand mon premier examen annuel est arrivé, Patricia m'a appelé dans son bureau. Vous avez dépassé toutes les attentes que nous avions. Nous vous montons à 165 000 $ de base, vous obtenez le bonus complet de 18%, et le conseil a approuvé une subvention de rétention supplémentaire de 8 000 stock options. Je ne suis même pas ici depuis 1 an, ai-je dit. Exactement. Nous n'attendons pas que vous soyez en train de passer la porte pour reconnaître ce que vous valez. Nous le faisons pendant que vous êtes ici, avant que quelqu'un d'autre n'essaie de vous recruter. 2 ans après avoir quitté Apex, j'ai reçu un email de Marc Rivera. Objet, opportunité de consulting. Apex était toujours en difficulté. Il avait embauché 3 architectes de sécurité différents pour me remplacer. 2 étaient partis dans les 18 mois. La connaissance institutionnelle que je portais manquait toujours, et il perdait des contrats à cause de cela. Il voulait me faire venir en tant que consultant externe pour des revues de sécurité trimestrielles, des audits d'architecture et des sessions de transfert de connaissances. Le taux proposé, 285 $ de l'heure. Contrat de 6 mois, estimé à 120 heures. Valeur totale, 34 200 $. Pour contexte, c'était plus que mon bonus annuel entier chez Apex. Pour 120 heures de travail à temps partiel. J'y ai pensé pendant 3 jours. Puis j'ai appelé Patricia. Mon ancienne entreprise veut m'embaucher comme consultant. Qu'en penses-tu? Voulez-vous les aider? Une partie de moi veut dire non par principe. Une partie de moi pense que peut-être ils ont vraiment appris quelque chose. S'ils sont prêts à vous payer ce que vous valez maintenant, et qu'ils ont véritablement changé leur façon de traiter les gens, alors peut-être que cela vaut la peine de les aider. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous saurez que vous avez pris la voix haute. J'ai fait le consulting. Non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que je voulais voir s'il avait vraiment appris. La première session était avec l'équipe exécutive. Steven, Marc, le nouveau président du conseil. J'ai présenté une diapositive, le coût réel de la sous-estimation de l'expertise technique. Je les ai guidés à travers l'incident. Ce qui avait échoué, pourquoi cela avait échoué, pourquoi quelqu'un avec un MBA et sans background en cybersécurité n'aurait pas pu l'empêcher, et pourquoi quelqu'un avec 22 ans de connaissances institutionnelles aurait pu. Ensuite, je leur ai montré l'impact financier, 52 millions de $ en contrats perdus, 8,7 millions de $ en coûts de réponse aux incidents, 4,2 millions de $ en consulting d'urgence, pénalités réglementaires, dommages à la réputation. Total, plus de 65 millions de $. Tout cela parce qu'il avait refusé de me payer 30 000 $ supplémentaires par an. Le ROI. Sur la sous-estimation de l'expertise, moins 216 667%. Steven a fixé la diapositive pendant un long moment. Nous avons fait une erreur catastrophique. Oui, c'est le cas. Comment nous assurer que cela ne se reproduise plus? J'ai passé les 4 heures suivantes à leur enseigner ce que Securvo m'avait appris, comment valoriser l'expertise technique, documenter les connaissances institutionnelles, construire des systèmes pour la rétention plutôt que le remplacement. À la fin, le président du conseil m'a demandé, si vous recommenciez ici, que feriez-vous en premier?
Je présenterai des excuses. Publiquement. À chaque personne technique que vous avez sous-estimée. Et je serai sincère. 2 semaines plus tard, Steven a envoyé un email à tout le personnel. Diana me l'a transféré avec une note, j'ai pensé que tu voudrais voir ça. Il y a 2 ans, nous avons perdu notre architecte de sécurité le plus expérimenté parce que nous n'avons pas su reconnaître sa valeur. Cet échec nous a coûté des contrats, de la crédibilité, et le respect de notre personnel technique. Nous avons apporté des changements à la rémunération, à la rétention et à la gestion des connaissances depuis lors. Mais ces changements n'ont aucun sens si nous ne reconnaissons pas ce que nous avons fait de travers. Nous avons sous-estimé quelqu'un qui a maintenu la sécurité de cette entreprise pendant 22 ans. Nous nous engageons à ne plus jamais commettre cette erreur. Aujourd'hui, je suis toujours chez Securvo. Je suis maintenant au Distinguished Security Engineer, le rôle technique le plus élevé de l'entreprise. Je gagne $182 000 de salaire de base. Mon bonus l'année dernière était de $38 000. Quand nous entrerons en bourse l'année prochaine, mes stock options me permettront de prendre une retraite anticipée si je le souhaite. Mais plus que l'argent, j'ai quelque chose que Apex ne m'a jamais donné, le respect. Quand je dis que quelque chose va casser, les gens écoutent. Quand je documente une vulnérabilité, cela devient une lecture obligatoire. Quand je suggère que nous devons ralentir et faire quelque chose correctement, personne ne me dit de comprendre ma position. Parce que ma position est exactement là où l'expertise devrait être, à la table, avec une voix, en étant écouté. Voici la leçon, quand quelqu'un vous dit de comprendre votre position, croyez-le. Il vous montre exactement à quel point il vous estime. Vous pouvez rester et espérer que les choses changent, ou vous pouvez partir et les laisser apprendre ce que vous valiez. Parfois, il ne s'agit pas de vengeance. Parfois, il s'agit juste de respect. Et quand le PDG frappe à votre porte 36 minutes plus tard, en vous suppliant de revenir, ce n'est pas une victoire. C'est juste la confirmation que vous aviez raison depuis le début. Votre expertise ne devient pas plus précieuse au moment où vous partez, elle a toujours été aussi précieuse, et les bonnes personnes le savaient. La différence est que certaines organisations doivent perdre ce qu'elles ne peuvent pas se permettre de perdre, avant d'apprendre à valoriser ce qu'elles auraient dû chérir.